Voilà, donc il est 9h02, donc je vous propose de démarrer ce webinaire, donc dédié aux entreprises face à l'adaptation au changement climatique, organisé à la fois par Etiffinance et Actifin. Donc tout d'abord, bonjour à tous et une très belle et heureuse année à vous et l'ensemble de vos proches. Un mot sur l'agence. Donc mon nom est Sébastien Béret, je suis directeur opérationnel et développement de l'agence Say to Say Actifin. Donc, agence de communication financière, relations presse et relations investisseurs. Donc, au sein de l'agence, notre mission est d'accompagner les entreprises, majoritairement cotées en bourse, dans leur stratégie de communication, à la fois par des prestations de conseil, bien évidemment, mais également par la mise à disposition d'outils d'aide à la gestion de la relation investisseur, de relation actionnariale. Quand on parle de communication et de sociétés cotées, bien évidemment, on pense d'abord à la communication financière, puis à la communication extra-financière. Au sein de l'agence Say to Say Actifin, ça fait plusieurs années maintenant que nous avons pris le parti d'appréhender globalement et ensemble donc les enjeux à la fois financiers et extra-financiers pour les investisseurs d'une part et pour les sociétés cotées d'autre part. C'est d'ailleurs dans cette ambition extra-financière que s'inscrit notre proximité avec Etiffinance, qui est représentée aujourd'hui par, vous avez donc les représentants d'Etiffinance à l'écran. Je vais leur laisser la parole dans quelques instants. Juste des petits éléments de forme. Donc, ce qu'on vous propose dans ce webinaire, c'est de laisser dérouler la présentation et ensuite d'avoir un débat, d'avoir une session de Q&A. On ne prendra pas de questions à l'oral. Je vous invite à poser vos questions dans le chat qui est lié à la conversation du Teams et c'est moi qui les poserai. Donc, vous pouvez les poser au fur et à mesure et à la fin de la présentation. Donc, on arrivera justement, je poserai les questions aux différents intervenants et donc pour animer le débat. Voilà, vos micros ont été, par défaut coupés. Voilà, donc merci d'être attentif à ce petit élément de forme qui peut toujours être gênant lors des Teams. Donc voilà et encore une fois, on ne prendra pas de questions à l'oral et je poserai les questions donc à la fin. Voilà, je laisse la parole à Anne Chanon, qui est directrice du pôle ESG Corporate chez Etiffinance. Merci Sébastien, bonjour à tous, bonne année. Merci de vous adjoindre si nombreux. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de l'adaptation au changement climatique. Alors, je ne dirai pas grand-chose d'Etiffinance, je pense que vous connaissez tous Etiffinance, agence de notation et de conseil financier extra-financier européen. Et au sein d'Etiffinance, vous avez là autour de l'écran, si je puis dire, l'équipe qui travaille pour les entreprises, donc l'équipe corporate qui développe deux lignes de service, une ligne classique de conseil RSE et une ligne plus récente, mais globalement l'une et l'autre en termes de chiffre d'affaires sont équivalentes, qui est centrée sur l'accompagnement dans les sustainable financing. Donc voilà pour Etiffinance. Pour le sujet de l'étude aujourd'hui, on a choisi de faire cette étude en fin d'année 2022 sur l'adaptation au changement climatique des entreprises parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est resté longtemps le parent pauvre sur le front climatique. L'accent était plutôt mis sur les moyens de contribuer à l'atténuation du changement. Or, si besoin en est, l'actualité montre que malheureusement les risques commencent à se matérialiser et à malmener possiblement fortement nos entreprises, nos tissus économiques. Donc on a souhaité faire cette étude comme un point zéro. L'idée, c'est de suivre année après année ce qu'on espère être une montée en charge progressive des entreprises en termes d'adaptation. Alors, en termes de méthodologie, deux mots, et ensuite je passerai la parole aux autres intervenants. On a conduit une analyse sur les DPEF de 80 entreprises du SBF 120, donc c'est le SBF 120 hors CAC 40. Alors, c'est une mine d'informations qu'on a analysée au prisme de 27 critères. Hein, donc, on avait une grille bien précise, pardon, une grille calée notamment sur la grille mise au point par l'ADEME pour mesurer le niveau d'adaptation des entreprises au changement climatique.
À savoir que vous verrez dans la présentation, par moment, on parle d'indicateurs, donc ce sont les fameux 27 indicateurs qui nous ont servi à analyser la DPEF, et par moment, on parle de notes, parce que finalement, 20 d'entre eux ont été combinés pour créer des notes thématiques, et Vincent, comme Martin, y feront référence. Voilà tout, je n'en dis pas plus. De toute façon, tous ces éléments, vous les retrouverez à la fois dans la présentation qui vous sera remise à la fin du webinaire, mais aussi dans le rapport d'études qu'on vous enverra en complément aujourd'hui. Donc voilà pour ce que j'avais à dire en introduction, Sébastien. Très bien. Merci Anne. Tout à l'heure, on parlait de société cotée, évidemment, que vous représentez. Voilà, vous aviez été nombreux à vous inscrire. Vous êtes également très nombreux ce matin à être connectés. Donc, on sent bien que ce sujet est d'intérêt. Donc, mais il y a également les investisseurs, bien évidemment. Et donc, à ce titre, on a la chance ce matin de bénéficier de la présence de Marie-Pierre Payon, qui est... bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Marie-Pierre Payon, qui est donc directrice de la recherche et de la stratégie ESG au sein de Groupama Asset Management. Donc, certains d'entre vous la connaissent très certainement. Ce que je propose peut-être, Marie-Pierre, c'est de nous préciser, de nous rappeler un peu les métriques et la dimension ESG, la dynamique ESG au sein de Groupama Asset Management, en quelques mots, et puis après, j'aurai une première question pour vous. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Bonjour à toutes et à tous et ravi d'être avec vous. Merci à IT Finance de m'avoir convié à m'exprimer rapidement sur ce sujet. Et puis, comme il se doit, bonne année à toutes et à tous, plein de projets, plein de réussites. Alors, effectivement, très rapidement, dans le processus d'analyse et de notation d'une valeur, nous avons depuis très longtemps intégré les sujets ESG et plus particulièrement également le sujet dont on va traiter ce matin, qui est celui du changement climatique. Alors, pour nous déjà, je crois qu'il y a un point de départ très important à avoir en tête, c'est que l'ESG et le financier, dans le cadre de l'analyse d'une entreprise, ce ne sont pas deux sujets complètement différents, mais bien au contraire, ce sont deux sujets interdépendants et qui sont très connectés. Donc, ça s'analyse aussi bien comme le financier. Et d'ailleurs, on commence par ces enjeux ESG. Alors, avec le E, on a des besoins d'aller plus loin pour, j'ai envie de dire, deux raisons supplémentaires. La première raison, c'est bien sûr, et ce qu'on connaît tous, c'est la réglementation. La réglementation qui, si on n'est pas convaincu, comme nous chez Groupama AM depuis des années, fait qu'en sorte, vous devez aujourd'hui vous préoccuper de ces enjeux lorsque vous prenez des décisions d'investissement. Alors, la réglementation, elle a été d'abord française, avec effectivement l'article 173 dès 2015, le label ISR, la doctrine AMF, mais elle s'est accélérée avec la réglementation européenne. Et en ce qui concerne les investisseurs, on en a déjà trois que je peux vous citer, SFDR, taxonomie et MIF2, qui s'adresse aux préférences de durabilité pour les clients. Donc, la réglementation est un élément très fort qui nous pousse aussi à intégrer ces éléments du changement climatique. Et puis, deuxième élément, outre le fait que nous sommes convaincus du phénomène du besoin de l'intégration, c'est bien sûr également les transformations sociétales auxquelles nous assistons. Et on a une demande de la société civile qui fait que si nous, en tant qu'investisseurs, nous ne faisions pas ce travail, eh bien, nous pourrions être en risque réputationnel par rapport à des demandes de la société civile. Et puis, deuxième élément, nous avons également aujourd'hui une nouvelle catégorie d'épargnants, même si c'est encore très minoritaire, mais j'ai envie de dire les jeunes générations qui, j'espère, vont de plus en plus épargner, demandent plus seulement de la performance financière, mais c'est de la performance financière associée à une performance sociale et environnementale, c'est-à-dire qu'ils soient en phase avec les attentes, leur propre vision du monde d'aujourd'hui et de demain. Donc oui, c'est un élément clé aujourd'hui que nous avons intégré depuis très longtemps dans nos méthodes d'analyse et de décision d'investissement de la part de nos gérants. Mais le monde n'est pas rose et je voudrais juste terminer par cette introduction sur un point que je soulève, enfin tous ceux qui me connaissent savent que je le soulève très souvent, très fréquemment, c'est que pour faire ce travail d'intégration, il nous faut des données et des données de qualité.
Or là, c'est vraiment le bémol, puisque effectivement, ce que l'on observe, que nous qui avons vécu dans un monde financier dans lequel la donnée était très normalisée et donc comparable, et qu'elle était auditée, dans laquelle on pouvait en principe avoir toute confiance, et bien face aux données ESG, ce n'est pas du tout le cas. Et ce qu'on demande, nous, depuis très longtemps, c'est une normalisation. Alors, c'est en marche avec CSRD et les travaux de l'EFRAG auxquels j'avais participé il y a un an. Donc ça, c'est un vrai besoin pour nous. Ces informations nous viendront peut-être moins nombreuses, mais ce n'est pas la quantité qui prime, mais bien sûr la qualité. Mais ça nous permettra d'avoir des comparaisons dignes de ce nom et peut-être d'éviter parfois des éléments de greenwashing. Voilà, donc c'est en ce sens que votre étude est intéressante parce qu'elle révèle un certain nombre d'éléments qui reflètent bien l'état du marché actuellement. Je ne vous entends pas, j'ai l'impression que vous parliez, Sébastien. Pardon, j'avais coupé mon micro, effectivement. Donc, un grand merci, Marie-Pierre, pour cette introduction. Vous avez abordé le sujet de la société civile et c'était effectivement ma question. Donc, on sent bien que Groupama est engagé depuis très longtemps sur ce sujet. Mais est-ce que vous sentez aujourd'hui, en fait, une certaine pression, une accélération de la pression de la société civile? Et puis après, on passera directement au résultat de l'étude. Alors, quand on appelle société civile, effectivement, c'est la pression, elle vient surtout d'un certain nombre d'ONG, d'un certain nombre, effectivement, d'ONG, mais très cataloguées, entre guillemets, qui sont très accusateurs du monde, auprès du monde financier en disant qu'on ne fait pas assez vite les choses. Donc, en fait, nous, notre mission est de leur démontrer qu'on fait les choses, mais qu'il faut surtout tabler sur une période de transition. Et je pense que ce mot de transition est très important et que faire en sorte que l'on s'adapte au changement climatique, ce n'est pas se radicaliser et désinvestir du jour au lendemain des énergies fossiles qui sont la base même du fondement de la croissance économique dans nos sociétés, et que si on le faisait, ça se ferait avec des ruptures majeures en termes de croissance économique et en termes d'emploi. Et que par conséquent, nous devons accompagner les entreprises et nous devons faire en sorte qu'elles accélèrent cette transformation et notamment, ça nécessite une politique d'engagement de plus en plus forte de la part des investisseurs. Ça, c'est un vrai changement également pour nous par rapport à il y a 10 ans où finalement, c'était une politique de vote qui était mise en place, mais pas forcément des demandes très précises envoyées aux entreprises pour qu'elles accélèrent cette transformation. Donc la pression, elle monte, mais elle est limitée sur un certain nombre d'ONG et sur des sujets très centrés. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Du coup, je propose que l'on passe directement maintenant au résultat de l'analyse, au résultat de l'étude. Et donc, pour en voir les enseignements, et puis après, Marie-Pierre, effectivement, je me permettrai de vous faire réagir et d'avoir votre retour par rapport à ces résultats. Vincent, Martin, je vous laisse la parole. Merci Sébastien, oui, c'est à moi de commencer à vous présenter les résultats de cette étude que l'on a menée donc à partir de la fin d'année dernière. Bonjour à tous, moi mon rôle c'est de vous présenter les premiers résultats de cette étude, les premiers grands constats, en l'occurrence 5 premiers grands constats qui portent sur le premier volet de notre étude, et ce volet c'est sur l'identification des risques climatiques dans les entreprises étudiées, dans l'échantillon qu'a présenté Anne Chanon tout à l'heure. Alors, le premier grand constat, c'est finalement, il est présenté dans cette slide. Voilà, c'est que premièrement, on a établi que la prise de conscience, elle était très forte sur l'enjeu de l'adaptation au changement climatique. Et vous le voyez, on a 95% des entreprises de l'échantillon qui abordent le sujet de l'adaptation, alors qu'ils l'abordent plus ou moins, mais qu'ils l'abordent dans leurs documents de reporting. En l'occurrence, ce sont les DPEF qui ont été analysés, ou plus largement les documents d'enregistrement universel. Ce premier constat, finalement, et ce chiffre, il rejoint assez bien les conclusions d'une étude de novembre 2022, également de l'AMF, conduite par l'AMF, qui elle-même constatait un fort pourcentage, on était de l'ordre de 81% des entreprises de son échantillon, qui faisaient à minima une référence à l'impact du changement climatique sur son activité dans les états financiers.
Et puis, bon, c'est un constat, ce chiffre est un constat, somme toute, assez logique, dans la mesure où simplement le sujet de l'adaptation au changement climatique fait simplement partie de la liste des éléments qui sont concernés et des informations essentielles que doit contenir toute bonne déclaration de performance extra-financière. Le deuxième constat de cette étude, c'est qu'au-delà de cette identification forte des enjeux de l'adaptation, il y a une conscientisation plus forte, plus nette des risques physiques que des risques de transition. Alors, simplement pour rappel si besoin, vous avez tous en tête la définition des risques physiques, c'est-à-dire liés aux phénomènes naturels, type tempête, inondation, sécheresse, qui peuvent avoir des impacts sur les entreprises en termes de capacité de production, sur la chaîne de distribution, sur les rendements tout simplement aussi. Et puis, redéfinissons les risques de transition aussi. Ce sont les impacts financiers qui résultent de la mise en place d'un modèle économique bas carbone sur l'ensemble des acteurs économiques. Exemple, l'adaptation des technologies, donc de nouvelles technologies qui peuvent impacter le business de l'entreprise. Et donc, vous le voyez en bas de votre écran, on a établi des notes sur ce critère d'identification qui sont de manière générale assez élevées. On voit 79 sur 100, notamment pour l'identification des risques physiques court terme. Mais elles sont meilleures pour l'identification des risques physiques que pour l'identification des risques de transition. Comment on peut interpréter cela? On a une différence donc de prise de conscience qui peut être liée au fait que les conséquences des risques physiques soient plus concrètes, plus facilement modélisables, alors que pour les risques de transition, qui sont peut-être plus difficiles à appréhender, ça demande un effort de projection sur plusieurs années. Au-delà de ces notes, et pour finir sur ce deuxième constat, on a relevé que près de 2 tiers des entreprises analysées identifient en fait les deux types de risques, que ce soit à la fois physiques ou les risques de transition. Et puis, dans la plupart des cas, en fait, ce sont plusieurs risques physiques et plusieurs risques de transition qui sont identifiés par une même entreprise. Troisièmement, la grande majorité de l'échantillon considère le changement climatique au moins autant comme une opportunité que comme un risque. C'est souvent présenté comme cela. C'est une question de vision. 81%, vous le voyez, des entreprises analysées communiquent plutôt sur le fait que le dérèglement climatique soit, au-delà d'un risque, plutôt une opportunité et une source de bénéfices directs pour les activités propres à l'entreprise ou les activités des clients. Cette vision, elle est néanmoins davantage celle des secteurs des services, les services aux entreprises, le secteur de la finance et de l'assurance, celle du commerce ou du transport ou encore de l'immobilier. Et ces secteurs des services auront peut-être plus de faculté à transformer leur modèle, n'ayant pas, contrairement à l'industrie par exemple, à renouveler autant ou à moderniser ou même rompre avec leurs actifs industriels. Pour le quatrième constat, on a identifié que les entreprises faisaient part d'une plus grande vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes ou aigus de type tempête, canicule, inondation, plutôt qu'à d'autres types de risques, qu'on va dire chroniques, comme le dérèglement des saisons ou les épisodes de sécheresse ou encore les épisodes de fortes pluies. Parmi les entreprises ayant identifié des risques physiques, en effet, on obtient un pourcentage de 91% à citer les événements climatiques extrêmes, et ce, d'autant plus dans les secteurs de l'immobilier, de l'énergie et de la distribution. Le stress hydrique est lui aussi identifié, mais davantage cité dans les secteurs de l'immobilier, de la distribution et de l'extraction. Ça somme toute assez logique. Et le dérèglement des saisons ou le fait que la météo soit variable, c'est un fait identifié dans une moindre mesure, mais dans l'industrie en particulier.
Alors, sur quelle phase de la chaîne de valeur? En fait, ce sont les phases de production pour 2 tiers des entreprises et d'approvisionnement pour 53% des entreprises qui sont identifiées comme les plus sensibles. Devant la phase de commercialisation, tout ce qui est la logistique aval ou celle d'utilisation des produits. Il faut néanmoins noter que la plupart des entreprises, on est de l'ordre de 61%, qui identifient précisément plusieurs étapes de leur chaîne de valeur comme vulnérables. Ce constat il est d'autant plus vrai dans l'industrie, dans la distribution, qui constitue en fait 50%, pas loin de l'échantillon, et la phase d'utilisation des produits, ou plus largement la phase d'utilisation des actifs, elle est évidemment citée davantage dans le secteur immobilier. De manière générale, ça met le doigt sur la difficulté d'appropriation des risques physiques de long terme. Une tempête ou une canicule, c'est un peu plus marquant, peut-être plus facile à appréhender, et ce sont des risques extrêmes qui frappent davantage les esprits, tandis que les déformations plus lentes sont plus difficiles à appréhender. Le cinquième constat, c'est que ce sont les risques d'évolution des marchés et le renforcement des réglementations, Marie-Pierre Payon en a parlé, qui sont identifiés comme les risques de transition les plus forts. Par évolution des marchés, nous parlons des attentes des consommateurs et des parties prenantes. L'évolution des marchés, le renforcement des réglementations sont cités par 84% des entreprises, et ce d'autant plus dans le secteur de l'immobilier, du commerce et de l'énergie. Devant le risque de réputation, le risque image, ou le risque de rupture technologique, ou encore le risque de taxation. Alors, on a identifié et on voulait vous parler de quelques bonnes pratiques. En fait, les pratiques identifiées sont très différentes, assez disparates concernant l'identification, l'analyse et la cartographie des risques climatiques dans les entreprises étudiées. Parmi les 70 entreprises qui ont identifié des risques climatiques physiques, on en a seulement un tiers qui se base sur des données scientifiques ou des référentiels reconnus, des référentiels de place pour projeter, pour apprécier les risques. Parmi les outils scientifiques cités, on a souvent les outils de Météo France, de l'Agence internationale de l'énergie, du World Resources Institute ou encore du GIEC. Mais le plus souvent, on a une indistinction entre les risques physiques et les risques de transition dans la cartographie des risques de l'entreprise. On rencontre des termes génériques comme les risques liés au changement climatique, les risques environnementaux et climatiques ou encore la vitesse d'adaptation au changement climatique, tels que cités par les entreprises. Et parmi les 49 entreprises qui identifient les deux types de risques, les risques physiques et les risques de transition, on en a 90% qui en évaluent la matérialité, qui donc les priorisent ou les hiérarchisent. Mais seulement 31%, ça correspond à 15 entreprises, qui en évaluent la matérialité de manière distincte, c'est-à-dire qu'ils ne distinguent pas dans la cartographie, et les risques sont très souvent évalués dans leur ensemble et au même niveau. Après, quand ils sont évalués, c'est souvent selon la temporalité, court terme, long terme, ou selon l'impact financier, bien sûr, potentiel pour l'entreprise. On a relevé deux entreprises, parmi d'autres qu'on voulait vous présenter. On peut citer le groupe Bureau Veritas, mais aussi, et là c'est présenté à l'écran, le groupe Clépierre dans l'immobilier. Ce sont deux entreprises qui ont bien identifié les risques climatiques, qui présentent des cartographies des risques spécifiques au changement climatique, en plus de cartographies générales sur l'ensemble des facteurs de risque. Les risques physiques et les risques de transition sont évalués distinctement dans ces cartographies. Pour Bureau Veritas, les risques physiques sont distingués selon, c'est classique, la gravité et la fréquence. Et pour Clépierre, vous le voyez, c'est selon le degré d'importance vis-à-vis des parties prenantes et le risque brut que cela représente. Et pour Clépierre, vous le voyez, pour finir, va afficher sa démarche de gestion vis-à-vis des risques climatiques, ainsi que des indicateurs de performance qui sont associés.
Après la présentation de cette bonne pratique, et avant de te repasser la parole, Sébastien, résumons-nous simplement, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que la prise de conscience, elle est de bon niveau en termes d'identification des risques climatiques et de l'enjeu d'adaptation de manière générale, même si on a des méthodes d'évaluation des risques qui sont assez hétérogènes. Merci beaucoup Vincent. Effectivement, c'est très précis. On voit bien qu'il y a une prise de conscience, mais en même temps une disparité en termes d'appréciation des risques et également une disparité sectorielle par rapport à cette appréciation des risques. Peut-être maintenant, Martin, je te laisse la parole pour présenter effectivement la mitigation des risques climatiques et également en fait ce que vous avez analysé en termes de maturité des sociétés. Alors, merci Sébastien. Donc voilà, après l'identification des risques, en fait, les entreprises peuvent être amenées à déployer un certain nombre de moyens en interne pour mitiguer ces risques, c'est-à-dire en fait à anticiper et atténuer les conséquences du changement climatique. Donc, précisons d'emblée que si certaines entreprises présentent des démarches avancées, des démarches de mitigation avancées qui peuvent servir d'exemple, la marge de manœuvre est plus importante en termes de mitigation que d'identification des risques. Alors, on a été amené à relever 5 enseignements supplémentaires. Le premier, c'est que environ un quart de l'échantillon affiche une démarche qui est relativement structurée. Alors, par relativement structurée, on entend une démarche qui comprendrait à la fois un diagnostic des risques, des plans d'action et des pratiques de reporting. Donc voilà, hein. Comme l'avait montré Vincent, plus de 95% de l'échantillon aborde certes le sujet de l'adaptation, mais moins nombreuses sont celles qui mettent en place une démarche qui serait relativement structurée. Pour le reste de l'échantillon, les démarches sont plus éparses. Certaines présentent seulement, par exemple, une cartographie des risques, d'autres seulement une politique ou une approche d'ensemble face aux risques climatiques, ce qui est le cas pour 49% de l'échantillon. Alors, l'un des marqueurs forts d'engagement dans une démarche climat est la mise en place d'une gouvernance dédiée au climat. Et cette gouvernance fait défaut dans plus de 80% des cas. Alors, cette gouvernance climat, elle passe par l'attribution de responsabilités à une instance responsable de l'identification, du suivi et de l'atténuation de ces risques. Donc, en se basant sur les standards établis comme la TCFD ou le Climate Disclosure Project, on considère qu'une démarche est complète quand sont mises en place au sein des instances dirigeantes un comité dédié au climat avec un sponsor, une instance, une comitologie et une équipe dédiée, et puis surtout avec un chaînage complet des instances de gouvernance jusqu'au manager qui est cohérent. Bien, concernant toutes ces actions et cette démarche complète, en fait, seulement 10% de l'échantillon affiche une gouvernance réellement complète avec un véritable chaînage. L'écrasante majorité de l'échantillon indique seulement avoir mis en place un dispositif de suivi des risques climatiques, en précisant certes de quelle manière les instances dirigeantes sont informées de ces risques, et seulement 16% ont mis en place, ont formalisé une politique de gouvernance des risques climatiques. Donc, en termes de gouvernance, en fait, on observe des écarts très importants dans la maturité des entreprises en termes de mitigation. Et ce constat est encore plus vrai quand on étudie les états financiers, puisque l'intégration de l'enjeu climatique reste dans les états financiers pour l'instant, pour l'heure à peine perceptible. Et en ce sens, nos résultats confirment les enseignements de la dernière étude de l'AMF sur l'intégration du risque climatique dans les états financiers. Donc voilà, à partir de la grille de l'ADEME, on a considéré que cette intégration de l'enjeu climatique passait par 4 critères. L'évaluation des coûts, la définition d'un budget dédié au risque climatique, l'identification d'opportunités d'affaires liées au changement climatique sur laquelle Vincent est déjà revenu, et puis enfin des provisions pour risque climatique. Et si on s'attarde par exemple à l'évaluation des coûts, des impacts financiers du changement climatique sur leur activité, en fait seulement 58% des entreprises ont estimé ces coûts potentiels. Mais 58%, c'est relativement important.
par comparaison à la communication d'un budget qui serait dédié aux solutions d'adaptation. Voilà, donc seulement 13% des entreprises ont défini un budget pour mettre en place ces solutions. Et c'est encore moins vrai, c'est encore plus faible quand on s'intéresse aux provisions pour risques climatiques, puisque là, seulement 5% des entreprises ont provisionné pour des risques climatiques. Et d'ailleurs, l'actualité voilà, fait un peu écho à ces résultats, puisque en fait, il nous semble que la rentrée énergétique difficile des entreprises françaises, notamment par l'explosion des dépenses d'exploitation, peut s'expliquer en fait par l'absence d'anticipation dans les budgets de ces risques climatiques, et donc par l'absence en fait d'une transformation d'ensemble et d'investissement dans la durée. Voilà, faute d'avoir investi dans le passé en matière d'économie et d'énergie, les dépenses en OPEX des entreprises voilà, peuvent exploser et ces entreprises sont parfois contraintes de s'adapter en changeant leur organisation, par exemple par la mise en place de semaines réduites ou du travail de nuit dans certaines industries. Voilà, il nous semble que anticiper ces risques, voilà, les intégrer dans les états financiers devrait permettre à l'avenir, si ce n'est pas déjà le cas, d'atténuer ces coûts opérationnels. Concernant les 2 derniers enseignements de l'étude, en termes de mitigation, on pourrait penser en fait que c'est la taille, parce qu'elle détermine en partie les moyens de l'entreprise, qui déterminerait en fait sa capacité à mettre en place des moyens de mitigation. Mais en fait, on observe que ce n'est pas tant la taille, le critère déterminant expliquant la mise en place de ces moyens de mitigation, mais avant tout le macro-secteur. Puisqu'en effet, le secteur de l'immobilier et puis les secteurs de l'immobilier et de la distribution sont surreprésentés dans le quartile des entreprises les plus avancées. On y relève souvent une très bonne gestion des risques physiques, ainsi que des risques de transition, et d'importants moyens techniques et humains dédiés. Alors, comment expliquer que les secteurs de la distribution et de l'immobilier s'établissent à un niveau supérieur à la moyenne en termes de notes globales de mitigation? Parce qu'en fait, ce sont celles qui sont les plus sujettes aux aléas des risques physiques, et donc elles vont les identifier davantage. Et comme l'a montré Vincent, en fait, les risques physiques sont ceux qui marquent le plus les entreprises. Donc, on pourrait penser en effet que se sentant plus vulnérables par rapport à ces risques physiques, les entreprises des secteurs de la distribution et de l'immobilier vont amener à anticiper davantage ces risques. Et puis inversement, c'est le secteur des services qui est surreprésenté dans le quartile des entreprises les moins avancées, notamment les services liés à l'information et à la communication, et puis à la santé. Et là, en fait, une autre explication logique, voilà, ce qui concerne en fait le caractère immatériel de l'activité de ces secteurs, information, communication, santé. Elles se sentent en fait tout simplement moins directement menacées par les risques physiques que les entreprises du secteur de l'immobilier ou encore de la distribution. Donc, pour conclure très rapidement, voilà, on observe des disparités importantes dans la prise en compte de ces enjeux selon les secteurs. Des politiques d'adaptation ont été définies par presque la moitié de l'échantillon, mais elles manquent généralement de structuration. Et puis, c'est surtout au niveau de la mise en place d'une gouvernance dédiée au climat et d'engagement financier dédié au climat que la marge de manœuvre reste la plus importante. Ce qui ne nous empêche pas, en fait, de relever quelques bonnes pratiques, notamment en termes de gouvernance. On peut s'intéresser, par exemple, au cas du groupe Accor, qui déploie une gouvernance climat en ligne avec les recommandations de la TCFD, voilà, avec une structure de gouvernance dédiée, un comité de pilotage carbone qui est en charge de la mise en œuvre opérationnelle des projets et de la mobilisation des parties prenantes. Accor a également défini un comité des risques qui serait chargé de l'évaluation et de la gestion des risques climatiques. Alors voilà pour cette partie mitigation. Sébastien, je te rends la parole. Alors, en fait, c'est moi qui vais la prendre. Pardon, Anne, pardon, excuse-moi. Je vais simplement conclure. Je vais conclure rapidement pour laisser la parole à Marie-Pierre et puis à d'éventuelles questions. Tout de même, si on prend du recul sur les résultats de cette étude, et je veux bien qu'on passe au slide suivant, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que
l'adaptation au changement climatique, qui longtemps a été un peu un impensé, hein, tellement le sujet de l'atténuation prenait toute la place, l'adaptation au changement climatique, ça y est, c'est rentré dans les têtes, c'est rentré dans les rapports, ça rentre dans les cartographies, il y a on voit que, j'ai plus tout à fait en tête le chiffre, mais quelque chose comme 60% des entreprises ont des politiques qui commencent à s'élaborer, donc ça prend forme, hein, les entreprises sont en chemin et ça c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que on en est au début du chemin et c'est vrai qu'il y a une urgence à agir sur ces sujets, une urgence à agir qui est face à un sujet qui n'est pas facile, hein. Éventuellement derrière il y a des décisions lourdes en termes d'outils industriels, d'organisation, même de sujets RH, etc. Des décisions lourdes qui peuvent être coûteuses, mais je pense qu'il est de bonne, de bonne hygiène pour tout responsable d'entreprise de se demander si son entreprise aujourd'hui est prête, si elle a les moyens de sortir demain plus forte de la transition possiblement malheureusement chaotique dans laquelle on risque de s'engager et dans laquelle on s'engage déjà, dans laquelle finalement pas mal de cartes vont être rebattues. Donc là-dessus, la grille de l'ADEME est assez éclairante, hein, c'est intéressant, c'est formulé sous forme de questions, donc je vous incite à aller la regarder. Donc par rapport à cette difficulté, c'est pas facile. Juste un mot sur le fait que nous sommes là pour vous aider, évidemment. Je n'insisterai pas sur ce point-là. Vous nous reviendrez, vous avez nos contacts, mais on a chez Etifinance mis en place 2 solutions récemment. Une première solution très générale pour structurer, upgrader les démarches climat de nos clients, déjà en faisant un diagnostic 360 sur l'ensemble des dimensions évoquées aujourd'hui, et puis derrière en faisant une série de recommandations priorisées. Et puis, de façon beaucoup plus précise, puisqu'on a toute une équipe de comptes maintenant qui nous a rejoints depuis 2 ans, des outils de modélisation de votre exposition au risque, qu'ils soient physique ou risque de transition. Donc voilà, j'arrête là le quart d'heure publicitaire, mais sachez que vous pouvez nous revenir sur ces sujets. Et j'en ai fini. Oui, on t'entendait mal à la fin, Anne, mais je pense que voilà, tu me passais la parole. Du moins, je reprends la parole. Oui. Donc, effectivement, Marie-Pierre, donc on sent bien effectivement la prise de conscience assez généralisée justement des entreprises cotées sur ces enjeux d'appréciation des risques climat. On sent bien également tout le chemin à parcourir et c'est vrai que quand on regarde les notes de maturité en termes d'action, on sent effectivement qu'il y a, comme tu dis, Anne, très bien, en fait, qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, à mettre en place, sachant que c'est effectivement des décisions qui peuvent être un peu lourdes et à multiples résonances. Marie-Pierre, par rapport à tous ces résultats, est-ce que, voilà, enfin, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce qu'il y a des surprises par rapport à ce que vous voyez au quotidien? Est-ce que vous modélisez déjà en termes de data entreprise? Alors, moi, je voudrais déjà dire merci pour cette étude. Alors, vous allez dire, elle est bien polie celle-ci, parce que comme elle était invitée, elle peut pas dire autre chose. Mais non. Pourquoi j'ai trouvé cette étude intéressante? Parce que finalement, elle confirme 2 autres sources d'information. La première, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire notre métier d'intégration ESG, et on voit bien la difficulté que l'on a à intégrer les données ESG et voir les impacts sur les résultats financiers futurs de l'entreprise. Et la deuxième, c'est que finalement, elle prolonge les conclusions d'une enquête, celle-ci, je crois que vous l'avez cité également, de l'AMF, qui est dans le rapport RSE de l'AMF de 2022, où il y a une étude, alors le titre est un peu pompeux, hein, qui s'appelle « Panorama des informations fournies dans les états financiers 2021 sur les effets du changement climatique et des engagements pris par les sociétés ». L'échantillon est un peu différent parce qu'il c'est beaucoup plus de large cap, mais cette année, suite à la demande qu'on leur avait faite, parce que je fais partie de la commission consultative des émetteurs, ils ont mis un peu plus on va dire, d'entreprises du SBF 120. Et là, les conclusions de votre étude, comme celle de l'AMF, elles vont complètement dans le même sens que nous, ce que nous observons de notre côté. À savoir, et là je vais un peu paraphraser ce que vous avez dit, il y a une vraie prise de conscience du sujet. On ne peut pas dire que les entreprises ne s'en préoccupent pas. C'est vraiment répertorié.
et vous l'avez largement démontré. Mais c'est répertorié à travers la cartographie des risques. Et je ne reprends pas les détails que vous avez faits. Mais ce qui pour nous est vraiment dommage, c'est votre volet numéro 2 qui ressort, c'est que finalement, il n'y a pas ou peu de connexion entre finalement ces risques identifiés et les organes de gouvernance et surtout les impacts sur les résultats financiers de l'entreprise. Et d'ailleurs, dans son étude, l'AMF, elle note, on voit bien une progression des informations communiquées dans les états financiers sur les risques environnementaux et les engagements pris par les sociétés, mais cet accroissement d'informations est davantage quantitatif et leur profondeur et spécificité est très hétérogène. Beaucoup disent qu'il y a des effets du changement climatique qui ont été pris en compte dans la préparation des comptes, mais la conclusion des entreprises, ce que remonte le rapport de l'AMF, c'est qu'il n'y a aucun impact significatif sur les résultats de l'entreprise. Et pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est là où, quand on voit le chiffre de 5% dans votre enquête pour les provisions pour risques climatiques, on se dit qu'il y a vraiment un problème. On ne peut pas nous dire, d'un côté, dans une cartographie des risques, les risques physiques et les risques des transitions, effectivement, sont importants en montée, et à la fin des fins, nous dire, finalement, en termes de provision, il n'y a quasiment pas d'impact, c'est pas pris en compte. Et on voit là, je pense que c'est vraiment un problème de maturité dans la prévention du sujet. La prise de conscience est là, mais la mise en marche et la mise en transformation de l'entreprise reste aujourd'hui encore finalement limitée. Et du coup, pour nous, et on a fait le même constat chez nous à un moment donné, quand l'ESG, quand la réglementation a fait en sorte que l'ESG n'était plus un sujet à part et qui pouvait faire qu'une société de gestion se distinguait en se disant ESG, aujourd'hui c'est devenu un sujet réglementaire, donc c'est devenu un sujet transverse et il a fallu mettre en ordre de marche toute la société de gestion. Et quand il faut transformer, eh bien dans un premier temps, il faut former nos collaborateurs. Et ce qui nous semble, quand on rencontre aujourd'hui les entreprises, c'est qu'on a une prise de conscience, souvent au niveau de la direction générale, de plus en plus au niveau de la direction financière, mais que finalement, dans les équipes, en fait, on a du mal à faire bouger parce qu'en fait, on n'a pas encore intégré ce sujet comme étant un sujet majeur et qui va impacter la transformation du business model de l'entreprise. Et que, par conséquent, ce qui nous semble très important aujourd'hui pour traiter véritablement et aller plus en avant et pour faire en sorte que ces enjeux de changement climatique soient pris dans l'ensemble de la chaîne de l'entreprise, il faut en fait expliquer pourquoi ces éléments-là sont importants aux collaborateurs et impulser une vraie démarche de transformation au sein de l'entreprise par une politique de formation très très importante. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester, on peut dire que par rapport à 2015, où on va dire que c'est on va dater là comme l'année zéro de la prise en compte du changement climatique parce que c'est l'année où on a eu la publication par Mark Carney de la tragédie of the Horizon, on a eu la COP21 et on a eu l'article 73 en France. On peut dire que cette année, donc il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits depuis 2015, ça fait 8 ans, mais néanmoins aujourd'hui il faut accélérer cette prise de conscience, passer aux actes et voir véritablement que l'ESG et le financier, ce ne sont pas deux sujets différents, mais ce sont des sujets qui ne font qu'un. Voilà peut-être ce que je voulais apporter comme commentaire à votre étude qui confirme ce que nous vivons tous les jours dans l'analyse des entreprises et ce que j'ai pu constater dans le rapport de l'AMF. Merci beaucoup Marie-Pierre. Deux éléments de forme effectivement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en fait dans le chat qui est ouvert. Donc il y a une question qui était posée par Monsieur Catlin. Donc on va y revenir en fait dans quelques instants. Et également, donc on l'a pas dit au début, mais toutes ces statistiques et tous ces éléments en fait du rapport seront disponibles. On vous enverra le rapport à la fin justement de ce webinaire. Donc vous aurez tout sous la main et vous pourrez en fait reprendre posément l'ensemble des conclusions et des enseignements qui ont pu être mis en avant par Etifinance. Marie-Pierre, avant de prendre la question de Pierre-Maxime, juste une question en termes de performance de fonds, puisque effectivement tout ça, c'est des best practices, c'est des dynamiques, c'est des ajustements, des conseils, effectivement, et on sent bien où est l'horizon, sans en parler comme seulement d'une tragédie. Mais vous, en termes donc en interne, est-ce que vous avez réussi à monitorer, à corréler une certaine performance
de fonds par rapport à des prises en compte justement de données ESG évidemment, mais plus spécifiquement sur les risques climatiques, hein. Et également de manière très directe, est-ce qu'il y a clairement des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres et du coup des arbitrages qui donnent des gagnants et des perdants en fait en termes de secteur d'activité? Alors oui, du coup, je me disais que j'avais oublié de répondre à une partie de votre question en introduction. Alors, sur je vais pas y arriver. Modéliser les risques climatiques, aujourd'hui, j'en reviens à ma première intervention quand je vous dis qu'on a un problème majeur de qualité des données. Aujourd'hui, pour modéliser les données, nous, on n'est pas suffisamment important, on n'a pas suffisamment de taille critique et on achète des données environnementales à des providers et à un provider, en l'occurrence, sur l'environnement, qui nous fournit à la fois les empreintes carbone, mais aussi tout ce qui concerne la part verte, les alignements de degrés. Donc, en fait, on a fait, pour répondre à votre question, ces éléments-là, on les a surtout achetés à l'extérieur et on les intègre dans nos outils d'analyse, mais aussi dans nos outils de front pour les gérants quand ils prennent leurs décisions d'investissement. Ce que l'on constate là-dessus, c'est qu'en fait, on a une très grande volatilité dans les données, qu'il y a des contrôles de qualité chez nos providers qui ne sont pas forcément réalisés et que ça nécessite, nous, derrière, d'être très attentifs dans les résultats aujourd'hui de ces données. Ça, c'était le premier élément de réponse que vous aimiez poser en amont. Là, sur votre question de savoir si on a effectivement vu finalement des impacts en termes de performance des entreprises, hein, notamment en bourse, j'imagine. Alors là, j'ai envie de vous dire que finalement, aujourd'hui, c'est sur presque le S et le G où on voit que l'impact va être pris en compte immédiatement quand il y a des incidents qui interviennent, hein, exemple Orpea, exemple Téléperformance. Sur le E, regardez ce qui s'est passé cette année. Jusqu'au 24 février 2022, il est clair que la performance de l'oil and gas sur les dernières années n'était pas très réjouissante par rapport à d'autres secteurs d'activité. Or, depuis le 24 février, effectivement, sur les marchés, ce n'est pas forcément ce que l'on peut dire pour des raisons évidentes que l'on connaît. Donc, c'est difficile de répondre à votre question, de dire effectivement, ça a été pris en compte à un moment donné, mais aujourd'hui, ça va jouer à partir du moment où j'ai envie de dire qu'on aura cette prise de conscience totale, y compris dans toute la société, que les enjeux climatiques vont avoir des conséquences sur les business models et donc sur la valorisation des entreprises. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une des leçons que vous montrez ici, c'est qu'on a bien les risques d'un côté, mais on n'a pas la mesure de l'impact. Donc en fait, les marchés, ils ont du mal à finalement conclure eux-mêmes que tous ces risques identifiés, ça va avoir des impacts majeurs sur la valorisation de l'entreprise et que par conséquent, effectivement, il y a des baisses de valorisation à prévoir, surtout dans un contexte énergétique tel qu'on le connaît. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Si, on sent bien effectivement qu'on est dans le quali, c'est exactement ça, effectivement, c'est une dynamique. Et puis même si le gain n'est pas immédiat, je pense qu'il y a beaucoup à perdre, en fait, à ne pas aller justement vers ces sujets, à ne pas les prendre en compte, donc au plus vite, essayer de les modéliser, de les monitorer correctement. J'ai juste encore une dernière question, puis après, donc Pierre-Maxime, promis, je passe à votre question. Juste en termes, si on élargit un peu le champ de réflexion au niveau européen, chez Groupama AM, j'imagine que vous avez un spectre d'investissement qui est assez large et qui déborde et qui va au-delà de nos frontières. Comment se positionnent les sociétés françaises aujourd'hui? Est-ce que vous avez en fait une idée ou des éléments à partager sur un peu les pratiques des sociétés françaises par rapport à leurs pairs européens, de manière très générale, ESG et risques climatiques? Alors, j'ai envie de dire que ce n'est pas tellement les entreprises européennes par rapport aux entreprises françaises, c'est plutôt les entreprises européennes dans leur ensemble, hein, par rapport aux entreprises non européennes. Il est clair que la réglementation européenne, elle s'impose à tous les membres de l'Union.
Et donc, en fait, les entreprises allemandes ou des grands pays sont engagés dans cette dynamique-là. Bon, on a vu des différences parfois chez les Volkswagen, dans un certain nombre de secteurs, mais j'ai envie de dire que la dynamique, elle est engagée parce qu'ils sont soumis à la même réglementation. L'autre zone géographique qui est très engagée dans ce mouvement, c'est quand même le UK. Ils ont beau être sortis de l'Union européenne, on sent bien que derrière, il y a une volonté de s'afficher aussi comme des acteurs majeurs de la croissance durable et de la finance durable. Du côté des entreprises nord-américaines, alors je ne parle pas des émergents, c'est encore un autre sujet et on rentrerait plus dans des débats politiques. Mais du côté des entreprises nord-américaines, là aussi où c'est du politique, il est clair que on voit bien qu'elles n'ont pas le même degré de maturité. Prenez le secteur des utilities ou du oil and gas, il est clair qu'il y a une différence majeure entre une entreprise européenne et une entreprise nord-américaine. Et qu'effectivement, chez les entreprises nord-américaines, bon, même s'il y a un grand changement qui est opéré depuis le 16 août avec la nouvelle loi de Biden sur l'IRA, là, donc ils vont accélérer les investissements et tout ça, mais aux US, ça ne se fait pas par la réglementation. Hein. Il faut véritablement opérer un changement par le bas, j'ai envie de dire, et les changements seront opérés à ce niveau-là, et qu'aujourd'hui, il y a un vrai décalage entre la prise de conscience climatique contre une majeure américaine et une majeure européenne. Donc, il y a toujours dans les débats, franchement, il n'y a pas photo entre ce que fait Total aujourd'hui et ce que fait une Exxon, par exemple. Ok. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Juste donc maintenant, comme promis, donc la question de Pierre-Maxime. Donc Vincent a déposé sur le chat également la source en fait de l'étude ADEME qui a été mentionnée à plusieurs reprises et qui a servi en fait de base pour la construction du référentiel. Et également donc la question Anne que je t'adresse peut-être directement, qui est justement de quelle manière on peut, enfin comment on explique la maturité plus grande du secteur immobilier versus d'autres secteurs industriels, et n'est-ce pas en fait finalement assez logique par rapport aux actifs qu'ils portent, par rapport aux chaînes de production et distribution qui existent dans le monde industriel. Oui, merci Sébastien. Oui, alors je vais faire sans doute une réponse incomplète, mais si vous souhaitez davantage d'informations, on a une équipe à la fois qui travaille sur les sujets ESG immobilier et donc l'équipe qui travaille sur les risques. Mais c'est clair que comme Marie-Pierre disait tout à l'heure, il y a un sujet de data pour les investisseurs, il y a un sujet d'outils pour les émetteurs. Il y a un sujet de data et d'outils pour apprécier les risques auxquels ils sont exposés. Il y a des risques qui sont plus faciles à appréhender parce que la data existe, on peut la consulter, on peut l'utiliser pour modéliser. C'est le cas pour bien des risques physiques, hein, le stress hydrique ou le risque d'érosion, par exemple, du littoral. Et en ce sens, le secteur immobilier a davantage de données et voilà, eu égard au type d'actif qu'il a, davantage d'évidence à travailler sur ces éléments. Il y a aussi davantage de facilité à apprécier la probabilité dans le temps que le risque se réalise, le risque physique se réalise, si on reste sur des risques un peu chroniques et pas des événements extrêmes, encore que les événements extrêmes tendent à se multiplier. Sur d'autres sujets, c'est moins facile, et c'est vrai que pour le secteur des services, par exemple, mais aussi pour tout ce qui est prise en compte des réglementations qui vont évoluer, de la fiscalité qui va évoluer, des subventions qui vont être supprimées et se reporter sur d'autres sujets, c'est plus difficile à appréhender. Donc voilà ma réponse, c'est clairement peut-être que certains secteurs ont des actifs qui évidemment les mettent davantage en vigilance sur ce sujet du risque climatique, c'est le cas du secteur immobilier, mais il y a aussi derrière une question d'outils, et je vois qu'il y a une question posée par Monsieur Kra qui pose la question de comment on fait pour provisionner ces risques climatiques. Vous me posez une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais ça vaut
la peine de regarder. On va regarder et vous revenir. Mais ça souligne aussi la difficulté en termes techniques. Là, par exemple, pour un CFO, pour un trésorier, pour un service comptable, d'apprécier ces éléments et l'impact en termes les risques à approvisionner. Je voudrais simplement conclure, et je m'éloigne un peu de la question posée sur le secteur immobilier, pour ma part, sur le fait que je suis ravie de la diversité des personnes, des profils des personnes qui assistent aujourd'hui à cette conférence. Ça montre bien que c'est un sujet transversal. Ça n'est pas qu'un sujet de direction RSE, c'est vraiment un sujet majeur aujourd'hui pour les directions des risques. C'est un sujet majeur pour les CFO, pour les services financiers. C'est un sujet majeur, évidemment, pour les direction générale. Alors, pour les CFO, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté. Nous, on la voit puisqu'on travaille beaucoup sur les sujets de financement durable, parce que ces sujets d'adaptation supposent de pouvoir mobiliser à la fois des ressources de court terme, pour faire face à des factures qui s'envolent, par exemple, des ressources de court terme et des financements de long terme. Donc, ça suppose vraiment d'engager une démarche en termes de financement qui est vraiment très spécifique et qui doit là aussi être revue à l'aune finalement d'un environnement qui change. Voilà une réponse un petit peu, j'ai dérivé sur ces sujets de finances durables, mais je pense que pour les CFO, c'est un vrai challenge. Anne, peut-être précision sur le volet immobilier, et ça rejoint en fait, mais rapidement, ça rejoint les deux questions qui ont été posées. La question de M. Catelin, bon, en fait, il y a une partie des réponses dans la question. Effectivement, c'est peut-être plus simple. Il y a plus de méthodes d'évaluation des risques climatiques et de référentiels de place pour évaluer les risques climatiques dans le secteur immobilier. Il y a aussi plus de données. On parlait de la data parce qu'il y a une histoire un petit peu plus facile à appréhender en termes de sécheresse, enfin plutôt de canicule ou d'histoires liées aux phénomènes naturels tels que les inondations sur le secteur immobilier. Ce qui nous permet d'utiliser des études ou des observations et permettre de calculer le coût, comment on peut appeler ça, de l'inaction face au changement climatique, les pertes financières futures associées aux dégradations des biens immobiliers ou les pertes liées à la valeur immobilière d'un bien mis en location ou en vente, les pertes liées à l'assurance notamment, tout ça est un petit peu plus facile. En tout cas, il existe des méthodes pour le calculer. Et simplement pour terminer là-dessus, il y a aussi un cadre réglementaire plus serré pour le secteur immobilier avec la RE 2020 sur l'immobilier neuf et le décret tertiaire qui vient finalement cadrer le risque lié à la responsabilité de l'entreprise. Merci Vincent, tu as raison d'apporter toutes ces précisions. Je vois que le temps tourne. Sébastien, il est 10 heures. On va peut-être… Moi, j'ai juste peut-être une dernière question justement avant de conclure, effectivement. C'est par rapport, on parlait en fait des risques physiques, on a parlé en fait des provisions pour risques climatiques, mais un des enseignements clés également, c'est qu'il y a une légère appréciation des risques de transition, et notamment des risques que vous avez évoqués qui peuvent être réglementaires. Et est-ce qu'il y a à ce niveau-là comme pour les provisions pour risques climatiques, est-ce qu'il y a des outils en fait qui permettent de suivre un petit peu ces risques de transition que moi j'apprécie très mal avant de voir votre étude en l'occurrence, et notamment au niveau réglementaire, de quelle manière on peut suivre et essayer de comprendre un peu les enjeux? Alors là, je regrette que ne soit pas autour de la table, c'est notre faute, l'équipe qui travaille sur la modélisation des risques, puisque c'est un sujet chez Etifinance qui est travaillé. Et malheureusement, là, je dis joker parce que je n'ai pas l'information, mais c'est un sujet pour qui s'y penche et pour qui suit cet enjeu qui est possiblement appréhendable et modélisable. Donc oui, on travaille, nous, sur le sujet. Donc ça sera l'occasion d'un prochain webinaire, Oui. d'un autre webinaire. D'inviter nos comptes. Voilà, très bien. Écoutez, juste pour rappel, donc à la fin de ce webinaire, on va vous transmettre donc l'ensemble du rapport à tous, donc vous aurez effectivement tous les éléments de manière très, très concrète et très lisible.
Voilà, et puis bien évidemment, comme on vous l'a dit, donc si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit vers Etifinance par intermédiaire d'Anne, donc Anne Chanon, ou par intermédiaire, enfin c'est Toussaint Actifine, donc par mon intermédiaire. Donc on est à disposition sur l'ensemble de ces sujets pour vous accompagner au mieux. Voilà. Merci à tous et très bonne journée. Merci à Merci tous, très bonne beaucoup. journée. Et merci Au beaucoup revoir. Marie-Pierre Payon Merci à d'avoir vous. été avec nous ce matin. Merci à Je vous. sais que votre temps est Merci, au précieux. revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, Bonne journée. au revoir. Merci beaucoup.